Bonjour à tous. Cette fois-ci, sur la chaîne Révélation du Cœur, j'ai un invité de marque, un ami qui m'a invité plusieurs fois sur sa chaîne. Vous le reconnaissez certainement, c'est Paul Ponceau. Alors Paul, comment vas-tu? Ouais, ben écoute, ça va pas mal. En plus, il fait très ensoleillé aujourd'hui, donc je suis relativement content. Super, super. Bah, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes un peu comment tu es devenu cette espèce de, moi j'appelle ça, quand je parle de toi, je parle d'un lanceur d'alerte, hein, même si c'est dans le domaine peut-être plus de l'invisible que du visible, quoique. Et comment tu en es arrivé là? Bon, c'est une histoire qui est à la fois simple et à la fois compliquée. Alors, déjà, j'ai grandi dans un milieu tout à fait normal, avec vraiment une famille, en tout cas du côté paternel, complètement dans le système classique. Du côté, ma mère aussi complètement dans le système. Et je m'intéressais aux avions. Donc ça, c'était une chose, voilà. Et quand j'avais 7 ans, je suis allé dans une bibliothèque avec l'école. J'étais en Angleterre à l'époque. Et je suis tombé sur un livre d'OVNI au milieu des avions. Donc, comme il y avait des soucoupes volantes sur la couverture, je me suis dit, ça va être intéressant. Je savais même pas ce que c'était une soucoupe volante à l'époque. Et puis j'ai regardé ça, et là, il y avait des cas d'abduction, notamment le cas de Kelly Hopkinsville. Donc ça m'a vraiment intéressé, mais j'avais eu aussi très peur parce qu'il y avait C'était pas des gris typiques, c'était l'entité de Kelly Hopkinsville, donc j'ai eu très peur. Donc mes parents m'ont confisqué le livre et tout, mais c'est vraiment resté. Et puis avec le temps, on oublie sans oublier, on commence quand même à se passionner pour les choses. Moi, je commence à lire des livres sur les fantômes, sur les choses comme ça. Après, je redéménage en France dans les années 90 et il y avait cette émission, même dans fin des années 80, et il y avait cette émission qui passait, qui s'appelait Mystère à la télévision sur TF1. Et là, j'ai 11 12 ans, donc j'attends vraiment ça avec impatience. C'était tous les mois. Et là, ça parle de dossiers étranges et tout, mais globalement, c'est en sous-main. Et puis, je commence à avoir d'autres centres d'intérêt, notamment les sciences, l'histoire, la géopolitique, les machins comme ça. Et un jour, à l'été 1994, août 1994 pour être très précis, je suis à la librairie anglaise de Paris avec ma mère qui s'appelle W. H. Smith. Et là, je suis en train de regarder un petit peu partout. Et puis, je m'intéressais à l'époque à la médecine et à la science. Donc, je vais un peu regarder les bouquins de science dans le rayon science. Et là, perdu au milieu des bouquins de science, je tombe sur le livre de John Key, The Complete Guide to Mysterious Beings. Et là, je tombe dessus. Et puis, bah, c'est là où j'ai vraiment la révélation que c'est la chose qui me passionne et tout. Ça parle de concepts, d'autres dimensions et tout. Il faut aussi savoir qu'entre-temps, j'avais rencontré ma grand-mère que je n'avais pas connue et je l'ai rencontrée que quand j'avais 12 ans et elle était médium, contrairement à ma mère. Donc, elle s'intéressait vraiment à tous ces phénomènes-là, notamment aux fantômes, et elle m'avait dit que les entités n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être. Donc, il y avait un petit peu tous ces trois facteurs. Puis ensuite, au fil du temps, j'ai commencé à acheter de plus en plus de bouquins. Après, j'ai écrit un mémoire universitaire sur les ovnis, donc en l'an 2004 pour le DESS Système à l'époque. Et là, je commence vraiment, via les repas ufologiques et via Gildas Bourdet, malheureusement décédé, à rencontrer des contactés, des témoins. Et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. J'ai passé 2 ans, 2 ans dans le mainstream, dans des grandes boîtes et tout ça. J'ai tellement détesté ça
que je me suis mis à mon compte. Donc d'abord, j'ai ouvert la librairie du bonheur qui continue d'exister en tant que librairie en ligne. Et puis maintenant, je fais cette recherche à plein temps. Donc au fil du temps aussi, j'ai eu mes propres expériences. J'ai rencontré des témoins. J'ai été sur le terrain, notamment avec l'ENA, sur des terrains d'apparition d'OVNI, comme par exemple l'OVNI de Valençol. J'ai été aussi au niveau du plateau de l'Albion, sur des terrains d'apparition de Dogman. J'ai rencontré énormément de témoins euh, d'abduction, mais aussi de personnes qui ont eu des expériences de ciblage en réseau. Moi-même, j'ai vécu mes propres expériences, notamment un phénomène de shape-shifting que je décris dans mon premier livre, Le plan secret du diable. Donc, de fil en aiguille, c'est un espèce de truc qui se construit d'abord par des lectures, ensuite par des rencontres, ensuite par des expériences personnelles aussi, et puis de fil en aiguille, ce travail se fait à la fois par des synchronicités, donc on tombe sur les bonnes personnes au bon moment, à la fois aussi par des intuitions qu'ensuite j'essaye de confirmer scientifiquement ou par des bouquins ou par des rencontres avec des personnes et tout. Donc au fil du temps, ben, c'est une recherche qui est en constante évolution. Et la première chose à savoir quand on fait cette recherche, c'est qu'on ne sait rien. On en apprend en fait tous les jours. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis sur le sujet, même plus de 30 ans puisque ça fait 30 ans depuis 2024, donc je suis vraiment à fond sur le sujet et je fais ça à plein temps depuis 2007 et je me rends compte que c'est que le peu que j'en sais. Là, je suis en train d'apprendre des nouvelles choses par l'intermédiaire de témoignages, notamment sur le ton, sur le temps, sur même tout ce qui est fausse lumière et tout. Et on se rend compte que c'est comme les pièces d'un puzzle. On découvre une pièce, on pense avoir tout découvert. Il y a une autre pièce qui apparaît, une autre pièce qui apparaît. Donc, c'est une recherche qui bouge mais vraiment sans cesse, en fait. Ouais, on peut dire que tu es un véritable chercheur, quoi, hein. Nos parcours, nos chemins ont été très différents, hein. Personnellement, moi, j'ai pas eu une démarche, on va dire, un peu scientiste ou même un peu parapsychologique, hein, en ce qui te concerne, au départ. Et tu as pu faire des recoupements, tu as découvert des choses et on se rejoint, nos visions, c'est ça qui est intéressant, quoi, hein, c'est que nos visions, on a une certaine vision du monde, une certaine perception de certaines comme fausses réalités, hein. On parle de fausses lumières, on peut parler de mensonges, hein. Certains, Oui, je crois oui, que c'est c'était ça. Bernard de Montréal qui appelait ça le mensonge cosmique. Et donc on se rejoint complètement dans cette étude avec des approches qui sont certes différentes, mais c'est d'autant plus intéressant qu'on puisse faire des recoupements à ce niveau-là, quoi. Mm. Ben, de toute façon, tout se recoupe. Par exemple, ce que les scientifiques, donc dans la physique quantique, les vrais scientifiques ouverts d'esprit sont en train de découvrir, notamment des gens comme Rich Van Veer. Rich Van Veer, par exemple, un scientifique américain qui a découvert plus ou moins euh, par des études très scientifiques que cette réalité est une simulation. Il ne fait que répéter ce que disaient les chamans des temps anciens, ce que disaient même les gnostiques et tout ça. Je ne suis pas particulièrement dans le gnosticisme et tout, mais quand il y a quelque chose de réel qui est dit, il faut le dire. Et ça ne fait que répéter ces anciennes traditions. De même, les musulmans, notamment ceux qui étudiaient les djinns, parlaient d'une réalité simulée. Et la science est en train de rejoindre ça. Donc, c'est vraiment tout se recoupe à un moment donné. Et même dans notre recherche de vérité, par exemple, toi par un petit peu ton vécu, moi par mon vécu, les personnes que j'ai rencontrées, je me rends compte que notre recherche rejoint ce que disaient ces philosophes de l'Antiquité, ces chamans, ces hommes médecine, ces medicine men amérindiens de l'Antiquité. Donc, c'est ça qui est beau dans cette recherche, c'est que tout finit par se rejoindre, justement.
Ouais, qu'on se constate aussi, c'est que si nous-mêmes, en tant que chercheurs, hein, je parle de tous les chercheurs de vérité, on, on lève des voiles, on soupçonne des choses, on comprend plus en plus de choses, mais de l'autre côté, du côté du mensonge, il y a aussi une évolution, il y a des mises à jour aussi par rapport à nos mentalités, par rapport à nos découvertes, hein. C'est un petit peu comme le piratage, par exemple informatique, hein. Ils ont souvent une longueur d'avance, on trouve des parades, et pendant qu'on met en place ces parades, bah, de l'autre côté, hein, le pirate, il travaille à des nouvelles stratégies. Et on peut vraiment constater, je pense que tu es d'accord avec moi, par rapport à une évolution en fonction des mentalités, même pas forcément de masse de la population, mais c'est parfois des choses c'est quand même parfois très pointu, très rusé. Absolument. Ben, par exemple, on peut voir très très bien comment ça évolue à la fois au niveau collectif et au niveau individuel. Donc, dans l'ancien temps, à l'époque de la Tartaria, c'est encore avant le reset et tout ça. J'en parlerai justement dans le webinaire qui aura lieu le 12 avril, donc ce samedi. Là, j'organise un webinaire sur la notion de reset. Donc, j'irai plus en détail sur ce qu'est la Tartaria, sur comment le reset entre la Tartaria et notre époque se fait, et comment ensuite on est en plein milieu d'un reset. Mais là n'est pas la question. La question, c'est qu'à la Tartaria, dans l'Antiquité, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les gens étaient manipulés essentiellement par ce que disaient les empereurs, les rois, qui disaient descendre des dieux. En fait, les dieux, c'était les archontes, les faux dieux. Et ces rois, ces empereurs avaient une génétique qu'on pourrait qualifier d'archontique. Physiologiquement, du reste, ces lignées perdurent et ne sont pas humaines, comme le montre le témoignage de Amber Age. C'est ce qu'on peut appeler les lignées sataniques qui infiltrent la société à tous les niveaux, qui ont des différences physiologiques. Par exemple, les rois d'Angleterre disent encore à notre époque avoir leur royauté de droit divin. Les empereurs chinois et japonais, c'est pareil, disent venir, les empereurs japonais à notre époque, disent être des représentants des dieux sur Terre, qui sont les dieux des serpents, des dragons, donc des reptiliens pour faire simple. Et dans les monarchies, ce système continue encore. Quand on regarde la mystique des familles comme les Rothschild, les Rockefeller, là aussi, il y a cette notion de famille qui ne viennent pas de l'humain, qui descendent des soi-disant dieux, qui sont en fait des entités reptiliennes, djinns, archontiques. Ce qui est intéressant, c'est que Jay Parker, qui est un survivant de ces lignées sataniques, qui a réussi à s'en sortir, sa famille lui disait que les familles sataniques étaient différentes des humains et que c'est pour ça qu'elles avaient le droit de nous dominer. Donc c'est absolument abominable. Amber H, elle a le témoignage d'un médecin qui avait travaillé avec ces lignées sataniques, qui soignait ces lignées sataniques et qui disait clairement que leur physiologie était beaucoup plus reptilienne. Et donc, à l'époque, ces rois, à l'époque de l'Antiquité, les rois qui disaient descendre des dieux et tout ça, les gens les écoutaient parce que, soi-disant, ils descendaient des dieux. Donc, ils faisaient ce que leur disaient les rois. Puis sont apparues les religions qui mélangent des faits réels et, et des manipulations. Donc, énormément de culte solaire qui est connecté pour diverses raisons aux entités non-humaines, de culte de Saturne, de culte de la mort, de culte même du serpent dans beaucoup de religions qui est connecté aux entités sans âme. Donc les gens ont ensuite été manipulés par les religions et au bout d'un moment où les manipulations cessent de marcher, puisque les gens commencent à voir au travers, ou les manipulations ont fait leur temps. Par exemple, les manipulations des rois de droit divin ont cessé de marcher parce que les gens ont commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc à ce moment-là, les entités qui tirent les ficelles ont mis en place la démocratie qui est contrôlée par les mêmes lignées, pour faire simple, et les mêmes familles que les
quoi, mais où elles se cachent un petit peu plus sous couvert d'élections qui ne sont pas des élections, mais des sélections. Quand on remonte encore tout ça, c'est même un programme des entités où, en mettant en place leur programme, elles avaient prévu que certaines personnes verraient au travers ça. Au bout d'un certain temps, notamment après l'événement de 2001 et les événements de 2020, et un peu entre les deux, notamment tous les mensonges à propos des guerres au Moyen-Orient en 2003, les gens ont commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui allait mal dans la démocratie. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une espèce d'opposition contrôlée où les gens ont été manipulés par un changement qui était fait par les mêmes acteurs. Je parle du parfum et du canard. Donc, en gros, euh, en gros, de Monsieur MUSK et de Monsieur TRUMP, pour ceux qui n'ont pas compris, où ces gens-là, qui viennent des mêmes lignées, par exemple la lignée du parfum, donc c'est des lignées sataniques, il est connecté au mouvement technocratique, qui est lié au mouvement eugéniste, qui est lié aussi à tout ce programme du faux sauveur externe et au concept de faux sauveur externe. De même, le canard est lié à la noblesse européenne et aux lignées sataniques allemandes. Mais peu importe, ces personnages ont été programmés pour dire ce que les gens veulent entendre, tout en faisant le contraire pour mettre les gens dans des cages. Donc on est dans un système qui s'adapte. Et c'est vrai aussi au niveau individuel. Beaucoup de thérapeutes, par exemple, beaucoup de magnétiseurs vont constater qu'au début, ils ont des protocoles qui arrivent à enlever des entités, puisque les entités jouent un rôle dans certains processus pathologiques. Selon les philosophes arabo-musulmans qui parlent du lien entre djinn et maladie, selon aussi Steiner, bon, après, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs de terrain, de mauvaise alimentation et tout, c'est multifactoriel, mais il y a parfois, dans certains cas, des entités qui jouent un rôle, et beaucoup de magnétiseurs arrivent à avoir des résultats. Ils arrivent à soulager des personnes, puisque bien évidemment, c'est pas la seule méthode. Il y a beaucoup de méthodes à combiner, allopathie avec thérapie alternative aussi, puisque chaque différents types de médecine dans une médecine holistique ont leur place de toute manière. Donc, pour dire qu'il y a des thérapeutes, des magnétiseurs qui ont des bons résultats avec des protocoles qui mettent au point, et progressivement, cela s'arrête au fil du temps. Et ça, c'est parce que les entités, s'il y a des entités derrière certaines pathologies, et il y en a, elles commencent à s'adapter. Elles sont capables, littéralement, de s'adapter. Après, il y a d'autres exemples. Il y a par exemple Are Thorsen, un vétérinaire norvégien. Lui, il a mis des protocoles pour soigner des maladies des animaux qui sont aussi connectés à ces multifactoriels. Donc, il y a des protocoles pour changer l'alimentation, des protocoles aussi basés sur l'allopathie, bien évidemment, des protocoles aussi basés sur changer l'environnement et des protocoles énergétiques où les entités qui déclenchent le processus pathologique sont enlevées et il obtenait des très bons résultats qu'il a même réussi à transposer aux humains. Puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas et il s'est aperçu que les entités s'adaptaient. Donc à tous les niveaux, les entités s'adaptent et même ça se voit. Il y a des gens qui vont faire des méditations, des choses comme ça et les méditations vont très bien marcher, des visualisations, et d'un coup, ça va cesser de marcher. Pourquoi? Parce que les entités s'adaptent, comme les magiciens noirs. Les gens nettoient la magie du magicien noir et ils vont s'adapter pour être toujours un cran en avance. Ça, c'est très important, ce que tu as souligné. Ouais, il y a cette adaptation, mais il y a aussi un autre phénomène hein, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a parfois des résultats qui sont parfois même spectaculaires au niveau de certaines guérisons, de certaines libérations,
et qui, au bout d'un moment, un peu comme tu dis, ça se révèle obsolète, ça marche plus, ça revient, ça recommence, quoi. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Bon, il peut y avoir cette mise à jour, hein, dont tu parles. Il y a aussi le fait que ces êtres sont extrêmement rusés. Ils lisent très bien en nous et connaissent très très bien depuis le temps qu'ils étudient le mécanisme, hein, de la psychologie humaine. Et il y a, parfois, c'est comme un sucre. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné certaines guérisons de manière à mieux, bah, ferrer le client, quoi. Et quand en plus c'est quelqu'un qui a par exemple, une certaine audience, bah ça va faire de la promotion, ça va faire de la pub, ça va attirer beaucoup plus de monde qui à ce moment-là pourront être manipulés. C'est Ab- extrêmement délicat de percevoir le vrai et le faux dans ce domaine, quoi. Absolument. Et ça arrive beaucoup avec des magnétiseurs, des énergéticiens qui travaillent avec des guides spirituels. Au début, ils vont avoir beaucoup de guérisons et tout, et à la fin, ils ne vont plus rien faire. Et ce qui se passe, c'est que l'entité provoque des guérisons pour mettre en confiance C'est ça. l'énergéticien, le magnétiseur et les patients de l'énergéticien et du magnétiseur. Puis ensuite, au bout d'un certain temps, les entités ne vont absolument plus agir, ne vont plus agir, et c'est voulu. Et même, il va y avoir le résultat inverse. Des gens vont ressortir de chez les énergéticiens et les magnétiseurs plus malades qu'en y rentrant. Moi-même, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Et les énergéticiens magnétiseurs vont aussi très souvent tomber malades à cause des entités, puisque ce sont des entités vampiriques qui prennent l'énergie physique, psychique et émotionnelle. Et ça peut aller loin. Beaucoup de magnétiseurs, beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de channels meurent jeunes parce qu'ils sont littéralement vampirisés et rendus malades par ces entités. Il y a beaucoup de médiums qui tombent malades. Et c'est une destruction au niveau physique et financier. Au niveau aussi du relationnel, beaucoup de médiums, de channels, d'énergéticiens se retrouvent complètement seuls. Et après, c'est une destruction au niveau de la santé et parfois même de l'âme. Il y a des cas de possession et de choses comme ça. Parce qu'on a affaire à des entités manipulatrices qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et pour avoir de la dévotion, elles vont mettre en scène des guérisons, mettre en scène, elles vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour recueillir l'énergie de dévotion. Et là, il y a quelque chose aussi de très intéressant parce que je pense qu'on a nos auditeurs, ils ont bien compris ce dont on raconte. Sinon, notre travail de ton côté comme du mien, il est suffisamment étoffé pour pouvoir s'en faire une image, hein, par rapport à cette manipulation. Et la principale arme qu'on a, c'est notre discernement. Et on voit par exemple dans les HRE, là notamment, il y a des formules comme vérifie l'ADN de l'être que tu es en train de rencontrer là, dans l'astral, dans les plans subliminaux. Toi, dans ton dernier post, tu parlais, je crois aussi d'une rencontre, quelqu'un qu'il fallait regarder dans les yeux, hein, d'un être pour déterminer qui il est. Euh, et ça, c'est vraiment très, très, très important, cette vérification. Mais moi, je voudrais encore une fois même il faut être encore plus prudent que ça, parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que par exemple, en HRE, pour ceux qui connaissent pas, hein, hypnose régressive ésotérique, on est sur le plan astral et on peut voir un être qui arrive. Cet être peut avoir une allure, comme tu l'as très bien expliqué, tu en parles souvent, de mon côté aussi, des aspects angéliques, merveilleux, qui correspondent très souvent d'ailleurs au subconscient de la personne, hein. Ça, on l'a dit assez souvent aussi. Un chrétien va pas voir la même chose qu'un musulman, qu'un athée. Et ça peut pas forcément être des images qui vont appeler la vénération. Ça peut aussi être, et c'est même souvent le cas, des images qui vont chercher à aspirer la terreur, la peur ou, hein, l'enfermement avec des figures puissantes où ces êtres peuvent faire passer pour ayant une puissance
en fait, qu'ils n'ont pas. Mais ce qu'il faut, c'est l'ouverture, hein, de l'être qui dit, ah bah oui, hein, une forme de crédulité, une forme d'acquiescement qui permet l'imprégnation, qui permet ce pont. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai assisté à des vérifications qui se sont révélées fausses. C'est-à-dire que même un praticien, par exemple, peut être aguerri, mais lorsqu'il va vérifier, il va le faire aussi avec sa mémoire, avec ses conditionnements. Et s'il garde une once de... Il a envie quelque part de voir ça plutôt qu'autre chose, bah, il peut se faire tromper. Ça va vraiment jusque-là. Je pense que c'est vraiment une question de, moi j'appelle ça le niveau vibratoire auquel on peut vibrer, où il ne doit pas y avoir aucune projection. Il faut être à un niveau psychologique, on va dire vraiment acéré, pour pouvoir ne pas tomber dans les propres pièges qu'on peut se tendre à soi-même. Absolument. Ben, les entités profitent de la moindre faille et elles imitent. Donc, c'est à plusieurs niveaux et même ces vérifications d'ADN, dans beaucoup de cas, il y a manipulation de l'entité. C'est comme beaucoup de gens vont dire, par exemple, oh, j'ai mesuré avec mon pendule, les vibrations augmentent et tout. Par exemple, en 2006, j'étais à Biarritz en vacances et j'avais discuté pendant très longtemps avec un magnétiseur très sympathique du reste. On avait parlé de beaucoup de choses et tout. Et puis il disait, en 2006, oh, de toute façon, les choses vont s'arranger. Donc comme c'était pour 2011, 2012, bien évidemment, voilà, on voit bien ce que c'était parce que je mesure avec mon pendule et toutes les vibrations sont en train d'augmenter et tout. Et en plus, je revérifie par une autre méthode. Je sais plus ce que c'était. Et en fait, c'est typique d'un radiesthésiste qui est berné par les entités qui font croire qu'il mesure et qui le berne ensuite avec sa méthode de vérification. Et c'est, dans beaucoup de cas, c'est ça. Et ce qui est plus terrible, c'est même des voyants. Par exemple, des voyants vont être manipulés par des entités à à percevoir le futur d'une certaine manière. Donc, et ils vont avoir beaucoup de prédictions justes. Et même parfois, ils vont voir des grands changements et tout qui ne se réalisent pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les, les, les entités se mettent à cheval sur des pouvoirs psychiques authentiques et donnent à ces gens des visions qui sont complètement fausses, ou bien toute la clairvoyance est manipulée par ces entités qui peuvent percevoir le temps, qui peuvent voyager dans le temps, puisque le temps pour elles, c'est comme nous, comme on voyage dans une pièce, et elles vont donc donner une partie du futur au voyant et après lui donner une information, une perception fausse. Donc le voyant va se faire berner. Et c'est vraiment, comme tu dis, un discernement à tous les niveaux, parce que sinon, on tombe et on se fait avoir. Et même les appareils de mesure électronique peuvent être manipulés par ces entités, ce qui est logique, puisqu'elles sont de nature plasmatique et de nature électrique, donc elles agissent sur l'électricité. C'est ce qu'a constaté Jerry Marzinski quand lui travaillait sur le phénomène des voies intrusives, qu'elles créent des arcs électriques, qu'elles utilisent les systèmes électriques pour justement se matérialiser, se manifester. Et ça, on rentre après dans tous les débats de l'intelligence artificielle, des mondes de l'intelligence artificielle, du lien entre objets connectés et entités. Donc voilà, toujours pareil, beaucoup de discernement avec ces entités. Ben oui, mais là, si on prend conscience que les instruments peuvent être détournés, hein, par des entités, les résultats peuvent être voilà, biaisés. L'intelligence artificielle, bon, c'est un sujet tellement vaste, mais la tromperie et l'illusion, ben, on voit bien comment on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, avec les images, avec même les paroles ou les vidéos maintenant. Voilà, et on est baigné dans une espèce
hein, de purée, de brouillard, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et donc, si en plus on se pense par exemple aguerri et puis on va aller chercher l'information vraiment profondément, on peut encore se faire tromper par soi-même. C'est-à-dire, pour accéder au réel, est-ce que ça ne demande pas une véritable transformation de l'être où il doit y avoir une conscience qui permette de soit ne plus de pouvoir faire taire sa mémoire psychologique, faire taire ou dissoudre ses failles. Hein. Si on a une faille psychologique, par exemple, tu parles d'une personne qui se fait gruger et qui pense j'en connais aussi personnellement, ils se promènent sur la planète avec leur pendule et puis ils sont en train de tout modifier, ils sont en train de nous sauver et on sent bien que ça va pas du tout. Là, ils sont sincères, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe d'orgueil, de se sentir une espèce d'élu, voilà, et hop, et ça passe par là, et ils vont avoir les résultats qu'ils espèrent, et puis sont encouragés. Et ça fait des dégâts, ou voilà, ou au moins grave, ils perdent juste leur temps, ils perdent leur vie, quoi. Et voilà, enfin, tu le sais, tu me connais, moi je suis en quête de solutions fondamentales, de transformation, d'évolution de l'être humain. Parce que comment faire par rapport à un mensonge aussi élaboré, comment est-ce qu'on peut espérer s'en sortir, quoi? Déjà, déjà, et elles utilisent toutes les failles justement pour manipuler. Et comme tu as dit, c'est la faille les premières failles, c'est les failles de l'ego des programmations. Par exemple, un exemple précis, en 2007-2008, j'ai fait une formation chez un magnétiseur qui était quelqu'un de très très bien, mais qui avait beaucoup d'ego. Alors ça, il avait de l'ego à empêter, mais il soignait vraiment bien les gens et tous les gens étaient très contents. 2007, il va chez une channel et la channel, manipulée par des entités qui se réclamaient être des maîtres ascensionnés, disent voilà, monsieur le magnétiseur, euh, vous êtes Dieu, vous avez une énorme mission à faire et tout. Donc là, tout a changé. Il a commencé à rentrer dans un ego encore plus démesuré. Cette fois, il mettait littéralement ses cassettes pendant qu'il faisait des séances aux gens, il mettait des cassettes où ces entités canalisaient sur lui et tout ça. Donc c'était comme en Corée du Nord, une propagande en faveur du magnétiseur et tout. Et après, les gens ont commencé à dire, mais ça marche beaucoup moins bien qu'à un moment. Bon, lui, il disait, mais non, c'est il commençait à s'en prendre aux gens qui disaient ça. Après, il est tombé malade. Voilà. Donc là, il avait un problème de santé qui s'est fait soigner, mais il a continué à à suivre ces entités. C'est même pas la channel manipulée par ces entités. Et là, la catastrophe survient. Il fait un malaise cardiaque. Heureusement, il est ranimé, mais il s'en est vraiment fallu de peu. Et même après ça, il n'a pas compris le degré de manipulation de ces entités. Même ça, il est continué à rester dans toute cette manipulation de la part des entités. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça montre bien qu'elles utilisent les failles de l'ego. Et parfois, elles utilisent aussi notre envie d'avoir un sauveur externe. Quand une entité se présente à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin comme un guide, un être de lumière, la personne va adhérer à l'entité et progressivement, la personne va contourner tous les mécanismes de défense jusqu'à ce que la personne consente à donner son âme. Et parfois, c'est même encore plus vicieux. Et ça, c'est dans des cas de NDE. Par exemple, il y a Lucia Beatrice Stellberg, donc, ou Schellenberg, c'est une hypnothérapeute allemande, mais qui a beaucoup de discernement et qui a compris que même les hypnothérapeutes se faisaient magnétiser. Et elle, dans son livre, elle parle du cas d'une personne qui est dans le tunnel de l'intervie et qui ne sent pas trop cette lumière. Donc, c'est quelqu'un qui avait du discernement et au cours de la séance d'hypnose, il se rappelle que
il ne sentait pas les entités. Il voyait que c'était une mascarade. Donc, il y a quelque chose qui cloche, et ensuite les entités lui disent, voilà, maintenant on va te faire voir ton karma et des choses comme ça. Donc, beaucoup de manipulation dans la notion de karma. Donc, les entités lui font voir son karma et ils le mettent dans la culpabilité. Et elle commence à le faire culpabiliser pour des petites choses qu'il a faites pendant son enfance et tout. Donc, il se dit, il y a quelque chose qui cloche. Et les entités lui disent, maintenant, tu vas devoir choisir tel ou tel chemin de vie pour réparer ton Mm. karma. Et là, la personne dit non, je ne veux pas, je ne bouge pas. Donc déjà, beaucoup de discernement pour dire ça dans l'entre-deux-vie. Donc là, les entités disent OK, et elles lui disent, bah, à ce moment-là, tu es obligé de te réincarner, mais tu auras tout ce que tu veux. Tu auras une vie très joyeuse où tu auras tout ce que tu veux, tu auras la femme idéale, tu auras la richesse et tout, tu auras tout ce que tu veux. Non, non, je ne le ferai pas. Mm. Je vois ce que vous êtes, vous cherchez à manipuler. Donc là, carrément, les entités lui disent, OK, tu peux partir, tu n'es pas obligé de te réincarner. Donc il est tout content. Et là, quelque temps plus tard, il reçoit une voix dans son être, et cette voix lui dit, va chercher, va chercher la lumière. Et il dit d'accord à cette voix, et là, tac, il se retrouve réincarné. En fait, il avait consenti à cette voix, il avait consenti à aller chercher la lumière. Donc, il y a des mécanismes de consentement un petit peu partout. Et je parlais avec justement un chercheur roumain, donc dans ces pays d'Europe de l'Est, il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport à ici, et il disait qu'une des manières les plus perverses des entités, d'agir, c'était la suivante. C'est une personne, par exemple, qui a, qui est dans une vie qui est relativement triste, comme beaucoup de vies à l'heure actuelle en Europe de l'Est et en France du reste. Euh, les entités vont, par les pensées intrusives, dire à la personne, voilà, tu as une vie triste et tout. La personne va après se dire, j'en ai marre, j'en ai marre. Il pense que les pensées viennent de lui alors que c'est des entités. Après, ça laisse une porte ouverte et là, les entités vont faire en sorte qu'il se dispute avec sa femme et sa femme va se séparer ou bien le couple va s'éloigner. Donc là, la personne dit, cette fois, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre. Donc les entités vont lui mettre encore quelques embûches sur le chemin et à un moment donné, la personne va dire, dans un moment de colère, j'en ai marre, je veux en finir. Et là, c'est une porte ouverte à ces entités et les entités, c'est un consentement. Et là, les entités vont rendre la personne physiquement malade et la personne peut carrément développer des maladies et mourir. Et ça, c'est un mécanisme qu'on retrouve beaucoup. Et même les Amérindiens disaient de faire attention à ce qu'on disait. Du reste, il y a le dicton dans la culture populaire, le silence est d'or et la parole est d'argent. Et ça, c'est absolument vrai. Elle profite des moindres failles. Donc, c'est vraiment la solution, c'est le discernement. Mais ça passe par une connaissance. Ça passe par la connaissance de ce système de contrôle, mais aussi par la connaissance de soi. Savoir ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de nous. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi. Après, chacun a ses méthodes, mais c'est se connaître soi-même. C'est très important. Ouais, ce consentement, il a quelque chose de rassurant quand même, hein. Bien sûr, on se fait piéger avec ça, c'est comme parfois les petites lignes en bas du contrat, quoi, hein. On a vu ensemble déjà comment même des enfants pouvaient se faire manipuler en consentant à des choses, en donnant des organes en échange de leur propre guérison. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais finalement, si
les entités ont besoin de notre consentement, ça montre aussi notre pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire, sans ce consentement, ça peut pas fonctionner. Donc, tout est fait pour nous maintenir justement dans un non-discernement, hein, dans ce fameux brouillard dans lequel un peu on cherche à nous maintenir. Et là, c'est ce qui est aussi, je pense, important de le rappeler. C'est les entités n'ont pas un pouvoir absolu, loin de Pas là. du tout. Là, elles ont Pas du tout. besoin du consentement et elles agissent surtout sur la base de nos pensées émotionnelles. Donc, avec nos failles, on parlait des failles de l'ego, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'orgueil ou par exemple de la culpabilité. Il y a un piège encore, enfin, il y a un piège tout aussi terrible. Il y a il faut qu'il y ait des éléments où on acquiesce sur le plan de nos émotions. Donc, là, on a un problème d'évolution. L'être humain n'est pas mature dans ses émotions. On a des émotions qui vont, qui viennent, qui sont. On est comme des bateaux dans les tempêtes, en, en vivant les émotions qui nous viennent de l'extérieur. Et certaines sont plus ou moins induites où des entités vont en profiter, quoi. J'ai une question. J'ai une question. Dans tout ce de ce qu'on décrit, de ces tromperies, est-ce que tu as la même vision grossière, hein, simplifiée que j'ai de notre monde physique, celui qu'on connaît bien sûr, et du monde, on va dire, astral, d'autres l'appellent la sphère réflectrice, la sphère miroir, ou le monde des morts, qui est ce mélange bah oui, d'entités, de dualité, de jeu de force, hein. On parle que de celui-là, hein, depuis le début de notre entretien. Est-ce que pour toi, comme pour moi, il y a un monde au-delà qui serait le monde de nos essences, hein, d'où on vient, et on traverse, lorsqu'on s'incarne, on traverse ce monde, et c'est là qu'on est en quelque sorte programmé par des mémoires, par des conditionnements, justement de la part Absolument. de ces entités. Absolument. Il y a clairement une vraie création, un monde qu'on peut appeler un monde d'amour absolu, qui est au-delà de l'amour, ah, je t'aime, de la dualité, un amour absolu, un monde de bien absolu, le vrai bien, pas le, ah, je suis gentil et tout, le vrai bien. Et ce monde, ce monde-là, c'est le monde de la vraie création, qui a été décrit du reste par les gnostiques, qui est aussi décrit par les chamans amérindiens, qui est aussi décrit par les philosophes et de plus en plus par les physiciens quantiques qui parlent de, de plusieurs mondes, de plusieurs dimensions. À la fois, il y a des dimensions dans cette fausse création, mais aussi il y a la dimension vraie création qui est même au-delà d'une dimension. Et les entités, comment elles font pour piéger les êtres de la vraie création, c'est par les pensées intrusives. Par exemple, pour piéger les humains, et tu vas voir qu'il y a toujours cette notion de consentement, les humains de la vraie création, les entités sans âme ont mis en place un espèce de faux âge d'or qui s'appelle la Tartaria, l'Atlantide, la Lémurie, euh, et elles ont dit aux humains, voilà, consentez à notre faux âge d'or, vous deviendrez des dieux comme nous, ce qui est une énorme manipulation, on vous donnera des jouets de technologie et tout, vous deviendrez des dieux. Et pour moi, c'est le mythe de la chute, avec notamment la pomme qui est le symbole d'Apple, le symbole de la technologie. Donc les humains ont consenti à cette fausse création, en fait, et, et en consentant à cette fausse création, quand un certain pourcentage a consenti, ça a provoqué comme un consentement, un peu dans le cadre de la théorie du centième singe, où après, les entités ont commencé à manipuler des humains de la vraie création, mais aussi des animaux, des végétaux, des minéraux même, à tomber dans la fausse création, et même pas forcément dans le faux âge d'or, puisque le temps n'existe pas. Et il y a des cas très précis. Par exemple, il y a une Américaine, Isabella Green, que j'aimerais bien interviewer du reste,
qui a témoigné en disant qu'elle était dans ce qu'elle interprète comme une planète, mais qui pour moi est une région de la vraie création, où tout était beau et en harmonie, où tout le monde vivait en harmonie. Et un jour, elle a entendu des voix dans sa tête qui disaient venir de la Terre et qui se faisaient passer pour des humains qui étaient en détresse. Et elle, par gentillesse, elle a voulu aller voir et elle s'est retrouvée prise dans cette espèce de voile de l'oubli. Et quand elle est tombée dans le voile de l'oubli, elle a, comme le nom l'indique, tout oublié d'où elle venait et elle s'est retrouvée prise dans des cycles d'incarnation, réincarnation. Et parfois, il y a même des gens qui rencontrent des êtres de la fausse lumière qui les là à tomber dans le voile de l'oubli, puisqu'il y a eu cette espèce de consentement. Et le même processus semble être là pour les animaux, les végétaux et les minéraux. Et après, quand ils tombent là-dedans, ils sont manipulés, leurrés à consentir à se réincarner, à choisir des chemins de vie. Et puis après, il y a cette barrière d'amnésie. Déjà, quand on tombe dans la vraie création, il y a une amnésie, mais aussi entre deux incarnations, il y a une amnésie. Et ça, c'est le piège fondamental, c'est l'amnésie, parce que tout le monde dit, on évolue de vie en vie, mais si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait avant, on n'évolue pas. C'est comme quand on passe d'une classe à une autre, si on ne se rappelle pas ce qu'on a fait dans la classe d'avant, on risque pas de suivre. Et ça, c'est pareil, il y a cet effacement il y a cet oubli. Et on peut dire que cette réalité est basée sur l'oubli. Donc, et tout est fait pour nous faire oublier. Donc, Et on est déjà. une des, une des clés de sortie, une des clés importantes, c'est la mémoire inter-incarnationnelle, quoi. C'est-à-dire un individu qui meurt se retrouve dans la mémoire et dans l'identification à la personnalité qu'il a été du temps de son incarnation. Et il peut se retrouver en quelque sorte piégé. Il est même souvent encouragé, n'est-ce pas, par certains êtres à se retrouver piégé pour pas retrouver sa mémoire de toutes ces diverses incarnations qui lui redonneraient un pouvoir et une liberté hein, sur sa propre destinée. Et il y a cette montée vibratoire de l'être pour pouvoir se désidentifier justement de l'être qu'il a été pour pouvoir retrouver l'être qu'il est au-delà de ces incarnations. Et là, c'est là qu'on retrouve aussi ce que tu dénonces ici, tous les problèmes qu'il y a avec le contact avec les défunts, quoi. Tu le dis très justement, les défunts qu'on arrive à contacter, quand on arrive à en contacter, lorsque c'est vraiment les défunts, parce que la plupart du temps, hein, ça va être juste des coques mémorielles qui sont utilisées par des entités. Hein. Ben on se rend compte de l'ignorance dans laquelle ils sont. Ils sont plus perdus encore que nous-mêmes la plupart du temps, quoi. Et on n'a pas grand-chose à attendre de l'au-delà de ce côté-là, quoi. Sauf certains cas exceptionnels peut-être, quoi. Oui, mais c'est ça. Par exemple, moi-même, j'ai vu un des meilleurs médiums en France il y a très longtemps, et j'ai eu des messages de ma grand-mère qui était décédée, et les messages, c'était bateau, et en même temps très authentique, puisque c'était certaines choses, c'était vraiment des choses, des expressions carrément qu'elle utilisait. Mm. Mais voilà, il n'y a pas de... Et encore, si c'était vraiment ma grand-mère, il n'y a pas de comment ça s'appelle de grands enseignements de Pas d'infos philosophie pour réelles, ouais. sortir de là. C'est, Ouais. c'est comme exactement la même programmation que dans le vivant. Par exemple, quelqu'un qui allait chez un médium pour contacter sa mère décédée, la mère dit au médium, n'oublie pas de réciter ton chapelet tous les soirs. Ce que la personne faisait, c'est des trucs qui n'apportent rien. Et et ça, si ça apporte pour une personne décédée de savoir qu'une personne qui a perdu un proche, c'est très beau, c'est même très bien, mais ça, à part un soulagement, ça n'apportera pas de grands enseignements spirituels.
Et puis, il y a beaucoup de médiums qui sont interférés par des entités qui se font passer pour des décédés. Et là, c'est très dangereux pour le médium, mais aussi pour la personne qui consulte le médium, puisque ces entités vont se mettre autour de la personne qui consulte le médium et vont commencer à vampiriser la personne. Il y a le journaliste canadien Joe Fisher, par exemple, qui, dans les années 80, avait consulté une médium pour un petit peu, pour faire un article de journal, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait des vrais journalistes qui faisaient vraiment un travail d'enquête sur les sujets comme le paranormal et tout. Ce qui n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est tout recopié d'autres et tout. Donc lui avait écrit plusieurs livres intéressants sur la réincarnation, sur des choses comme ça, et il enquêtait sur le phénomène des médiums. Il est allé là-bas, et là, il y a une médium qui commence à le contacter, et qui commence à dire qu'elle a un message pour lui. Alors lui, il était là pour voir, pour étudier ça, et il est assez surpris. Et en gros, l'entité qui contacte la médium se fait passer pour sa femme dans une vie antérieure. Donc là s'ensuit une espèce de relation à distance entre cette entité et Joe Fisher. Et à un moment donné, Joe Fisher va amener sa femme consulter la médium. Donc la femme est plutôt contente, elle est ouverte sur son travail et elle y va. Et la femme ne sent pas la médium. Et donc l'entité, via la médium, manipule Joe Fisher en lui disant que sa femme est un portail organique, un personnage non joueur. Donc du coup, ça provoque des tensions et Fisher finit par se séparer de sa femme. Ensuite, Joe Fisher se retrouve comme obsédé par ce groupe, par les contacts avec cette entité qui se fait passer pour sa femme dans une vie antérieure. Et vraiment, une relation se développe à tel point qu'il voit apparaître l'entité. Et l'entité lui dit qu'elle est grecque et qu'elle vient de tel village. Donc, Joe Fisher dit, ben, je vais aller sur place. Et l'entité lui dit, c'est une excellente chose parce que quand tu iras sur place, tu pourras me voir plus longtemps, on pourra reprendre une sorte de relation comme avant. Donc lui, il est vraiment content d'y aller et tout. Et quand il va sur place, il commence à parler aux locaux. Et la médium lui avait transmis des messages en grec et dans des choses comme ça qu'il avait recopiées. Et les locaux disent, mais c'est un dialecte de la région, comment vous avez connu ça? Donc là, il est vraiment content. Il va au village. euh, et là, tout semble être bien, sauf que quand il part à la bibliothécaire du village qui avait un petit peu les archives, elle dit le village a été fondé il y a 150 ans. Or, sa vie antérieure datait de 250 ans. Donc là, il comprend qu'il a été manipulé et là, il se retrouve dans un circuit infernal. Sa fiancée l'avait quitté. Ensuite, sa santé décline. Il développe une forme rare de tuberculose pulmonaire. Oui, il a failli y passer, et ce qui était très rare dans le Canada des années 80. Ensuite, il développe d'autres problèmes de santé et il finit par mourir quelques années plus tard, littéralement rongé par ces entités. Donc on voit bien comment elle procède. J'ai parlé avec quelqu'un qui est passeur d'âme et ce passeur d'âme a expliqué qu'il y a beaucoup d'entités et lui-même commence à discerner. Il y a des entités qui se font passer pour des décédés alors que c'est pas des décédés et elles vont créer des liens avec le passeur d'âme et elles peuvent aller jusqu'à posséder le passeur d'âme et lui-même a été plusieurs fois confronté à ce genre d'entité. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut faire extrêmement attention parce il y a beaucoup comme c'est un jeu de miroir, un jeu d'illusion et tout, mais il y a des choses que les entités ne peuvent pas passer outre. C'est notre consentement, bien qu'elles le détournent un maximum, mais il faut qu'il y ait une forme de consentement qu'on voit dans les mythes de vampires. Il faut faire rentrer le vampire et elles ont peur aussi de notre conscience et de nos capacités créatrices. Et c'est pour ça elles nous endorment avec tout le cirque de la politique
géopolitique qui est tenu par les entités, le cirque de la géopolitique. Elle crée des disputes pour que on ne soit pas conscient de qui on est et de ces entités. Et c'est pour ça que tout est fait pour nous rabaisser, parce que si notre conscience se réveille et si on utilise nos capacités créatrices qu'elles n'ont pas, qu'elles détournent mais qu'elles n'ont pas, c'est game over pour les entités. Oui, oui, oui. Il y a un mécanisme qui est vraiment récurrent, très récurrent, tu viens encore une fois de le décrire, c'est l'isolement aussi, hein. On manipule plus facilement une personne qu'on a isolée de ses proches pour qu'il y ait moins en moins de remise en question, des pensées induites et de la manipulation de l'entité, quoi. Ouais. Oui, tu le dis bien, hein, retrouver sa créativité, retrouver son propre pouvoir. Nous sommes plus grands que ce qu'on veut nous faire croire en termes de nos capacités vraiment intérieures, quoi. Et on arrête de se soumettre, hein, à ce que tu appelles le sauveur externe, à des êtres qui viennent de l'extérieur. Et c'est très, très, très compliqué d'échapper à ce piège-là parce que c'est inscrit en nous vraiment très profondément, hein. On a eu des siècles de religiosité derrière nous. C'est très intéressant, je pense, parce qu'il y a de plus intéressant dans ce qu'on dit. On parle de discernement. Et le discernement, c'est, comment dire, finalement, c'est quoi? C'est tout d'un coup avoir une espèce de force plus grande d'attention. Et on regarde, on essaye de développer le plus d'acuité possible pour essayer de déterminer ce qui est réel, hein, dans ce qu'on nous dit, dans ce qui se présente à nous. On voit que c'est une augmentation comme de notre puissance mentale, de notre attention, de notre écoute, de notre intelligence en quelque sorte, parce on voit aussi qu'il faut se méfier de nos éléments, de nos propres conditionnements, de nos propres mémoires. C'est une augmentation d'une force intérieure qui permet cette vision plus claire. L'autre aspect, c'est aussi le non. Non, je ne veux pas de ce programme. Non, je ne veux pas de cette espèce de paradis sur Terre que tu me proposes. Ça sent l'œuf pourri, cette histoire. Même si la proposition est alléchante, c'est non, et c'est un non ferme. Et là aussi, il y a une forme de force, c'est un feu. Et on peut remarquer que les entités, même les archontes, ne peuvent rien contre ce positionnement en puissance plus grande de notre être, dans le refus. Euh, Bernard de Montréal parle de la colère, hein, de la colère non pas envers un autre individu, mais de la colère envers le mensonge cosmique, envers la tromperie. C'est une espèce de rassemblement de force dont on a besoin et qui fait qu'on doit être capable de dépasser notre condition d'être déterminé, manipulé et de se positionner, de s'aligner. Enfin, il y a différents termes. Et il me paraît vraiment très important d'augmenter ce feu intérieur. C'est une manière comme une autre de le dire. Et il y a aussi, tu sais, on dit cette phrase, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et là, on Oh, peut très bien parler du monde physique et de ce monde astral aussi trompeur, quoi. C'est-à-dire que toutes les tromperies, les arnaques, les mensonges qu'on peut constater dans notre monde matériel, hein, on y est soumis tous les jours, ne serait-ce que par les tentatives de phishing qui envahissent nos boîtes mail, quoi. Ne serait-ce que ça. Le monde le monde de la mort, c'est pareil. Il y a du phishing de la même manière. Et donc, si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça va pas être forcément en me baladant dans l'astral que je vais trouver les solutions, le vrai. Le réel, comme tu le disais, il est au-dessus, il est au-delà. Et la véritable relation qu'on a avec ce monde au-delà de l'illusion, on l'a au plus profond de nous, parce que sinon tout est faux, quoi. C'est le monde de notre origine. Donc le mouvement qu'il y aurait à faire pour se sortir de là, c'est un mouvement de renforcement de soi, comme on dit les grands initiés de tout temps, hein.
il en parlait, il disait que tout est en nous, ou le royaume est en nous, ou tout ça a été bien sûr déformé, hein, chargé de mémoire, plus ou moins traficoté, récupéré politiquement, religieusement, pour qu'on ne l'entende pas, quoi. Mais ce n'est pas l'autre solution n'est pas dans un ailleurs, elle est dans un retournement profond, salvateur, puissant, qui va augmenter notre force intérieure, en tout cas c'est ma vision, hein, tu le sais, et qui va nous permettre de pouvoir traverser comme une fusée ce monde astral après notre mort. C'est ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous permettre de récupérer notre mémoire incarnationnelle. Sinon, on va rester dans qui on est, c'est-à-dire l'identification, justement, nos mémoires, ces conditionnements, je suis un tel, j'ai ça, j'ai eu telle vie, j'ai telle souffrance, toute cette identification enfermante et relative, alors que nous sommes des êtres beaucoup plus riches que ça, puisque il y a eu plusieurs incarnations, ne serait-ce que ça, et même cet être, cette comment dire, cette âme, hein, pour prononcer ce mot-là, choisir ce mot, qui se réincarne, n'est pas forcément non plus la réalité ultime. C'est une question d'évolution. Si l'homme n'évolue pas, et il est dans ce sens d'empuissancement, de renforcement intérieur, pour se sortir de tous ces problèmes émotionnels, tous ces problèmes d'ego, hein, pour être simple, eh ben, il va pas y arriver, quoi. Donc voilà. Ben, c'est ça, les entités. Et ce qu'elles font, c'est que quand on commence à prendre conscience de ça, elles utilisent des pièges. Déjà, quand on commence à se réveiller dans cette réalité, au niveau des cinq sens, elles utilisent des pièges. Le New Age, par exemple, je fais pas faire de la politique alternative aussi, qui refait tomber d'une manière ou d'une autre à la case départ. Par contre, même dans l'astral, il y a des pièges parce que ce que on se rend compte quand on écoute les médiums, mais aussi les voyageurs astraux, les hypnothérapeutes, c'est que il y a beaucoup d'âmes qui pensent être sorties de tout ça et qui se retrouvent dans un espèce de phobie dans le haut astral. Mm. Et donc, elles vont penser être dans le nirvana, peu importe comment elles appellent ça, et ensuite vont être réincarnées. D'où, d'où ce travail aussi de se débarrasser de tous les concepts qu'on peut avoir, de toutes les croyances qu'on peut avoir qui ne viennent pas de nous. C'est assez compliqué, mais c'est ça, parce qu'elles utilisent vraiment toutes les croyances pour nous faire croire qu'on est arrivé au bout alors qu'on est encore dedans. C'est vraiment... Et encore une fois, c'est les gens qui ont le moins de formatage qui, même au niveau des cinq sens, sont les moins influencés par les entités. Par exemple, nous, on a rencontré, et c'est hallucinant, à une conférence, une dame qui ne sait ni lire ni écrire parce qu'elle avait un problème de dyslexie, en fait, quand elle était née dans les années 40 ou 40 ou 50, peu importe, qui n'avait pas été diagnostiqué. Donc, à l'époque, quand les gens avaient ça, ils étaient présentés comme les cancres, mis de côté et tout. Donc, elle n'a pas eu le formatage pour lire et pour écrire. Et donc déjà, après, c'est une bonne chose de lire et d'écrire. Je dis pas ça, mais là, je parle vraiment dans les termes de formatage. Donc, déjà, elle était beaucoup moins formatée par tous les systèmes d'éducation et de choses comme ça. Ensuite, ensuite sa famille l'ont beaucoup entouré de beaucoup d'amour et lui ont expliqué vraiment les bases de la vie, les choses simples. Donc, elle, comme elle n'avait pas de formatage, elle n'avait pas forcément d'éducation, mais elle avait quelque chose où elle arrivait à parler vraiment, à se faire comprendre et tout. Ce qui a fait que du coup, elle a mené une carrière assez importante avec des gens surdiplômés et tout, alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire, et elle a beaucoup aimé son travail. Ensuite, c'est une personne qui a découvert la spiritualité
et qui s'est ouvert à beaucoup de spiritualité, mais là aussi, comme elle avait ce problème de lecture et d'écriture qui n'était pas un problème, elle s'est pas fait avoir par la fausse lumière et tout. Elle a fait ses propres expériences, elle a fait ses propres expériences, son propre discernement et tout, sans que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. Donc, c'est quelqu'un qui a 75 ans, mais qui en paraît 10 de moins. C'est quelqu'un qui est toujours dans la joie, qui apporte de la joie et qui fait vraiment ce qu'elle a envie de faire, qui mène sa vie. Elle est entre la France et le Portugal et ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Et on sent qu'il y a quelque chose dans sa santé, il y a, il y a quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose en plus. Donc pour moi, ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont un chouïa au-dessus du système de contrôle des entités sans âme. Bien évidemment, il y a encore un impact et tout, mais elles sont beaucoup moins affectées que les autres. Donc elles commencent déjà à leur niveau individuel à construire une réalité parallèle qui est une vraie réalité humaine, même si bien sûr c'est des gens, ils vont au supermarché, font leurs courses, ils ont les emmerdes du quotidien. Il y a un truc en plus, ils vibrent ce chouïa au-dessus. Donc je pense que la solution, ça passe par ça aussi, vibrer un chouïa au-dessus, et ça passe par à la fois s'informer, et s'informer, c'est prendre l'information qui vibre avec nous, mais aussi se déprogrammer des croyances, des choses qui sont imposées par les autres. Par exemple, toi, quand tu fais un podcast, tu donnes l'information, après libre aux gens de prendre ou de pas prendre. Moi, c'est la même chose, mais beaucoup de gens, notamment dans le New Age, vont dire c'est comme ça et pas autrement. Mon protocole est le bon et c'est pas autre chose, etc. Donc, c'est déjà à la fois s'informer, mais aussi se déprogrammer des croyances, se déprogrammer du formatage et à la fois faire un travail de connaissance de soi, parce que c'est clair que cette personne a fait un travail d'introspection et tout, sinon c'est pas possible, c'est pas possible autrement. Donc c'est faire un travail de connaissance, de travail sur soi et ensuite transmettre ça vraiment à un maximum de personnes et se créer son propre bonheur. Je pense que ça passe par ça, mais c'est surtout le discernement et la connaissance de qui on est. Et la connaissance, c'est pas le formatage, c'est autre chose encore. Ouais, elle est intéressante ton histoire, hein. En fait, cette personne, elle a échappé, comme tu dis, à un certain formatage, Incertain, parce que bien à évidemment, elle certains. en a. Elle est en Occident, dans les aides, mais elle a échappé à un certain. Voilà, c'est évident quand on la voit. Et ça montre bien, c'est une question ben, voilà, de niveau d'aide, de niveau vibratoire. Et voilà. Oui, oui, peut passer un peu à travers les mailles de certains gros filets, hein, ou avec à travers l'éducation, la manière hein, tu le sais bien aussi, tu travailles là-dessus, la manière dont on nous apprend l'histoire, hein, la constitution de notre monde et tout ça, c'est une vaste programmation et ne pas y être subi, voilà, ne pas y être, pas être influencé par ça, ça peut être une force, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller, hein, évidemment. Et on est plutôt dans une démarche d'essayer d'avoir une compréhension la plus pointue possible, mais bien sûr, comme tu le dis, en étant attentif et en essayant de développer une lucidité interne et une humilité aussi, parce qu'il faut de l'humilité pour pouvoir reconnaître nos propres conditionnements. C'est assez curieux. Moi, ce qui m'amuse, tu vois, c'est que parmi les gens qui nous écoutent en ce moment, il y en a certains qui adhèrent et d'autres nous prennent forcément aussi comme des gens qui sont justement complètement soumis à leurs croyances et à leur mémoire, hein. C'est amusant, mais c'est normal, voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est... Ouais. Très bien, Paul. Je crois que tu as une actualité intéressante. Tu vas sortir un livre, ou tu as déjà sorti un livre, Alors, je j'ai crois. sorti un livre. Donc, c'est un livre qui s'appelle La matrice archontique et le piège temporel, donc qui est édité chez Lulu. Donc, il est à présent disponible à la vente. Donc, c'est un livre en fait où qui a pris 3 ans
à faire où je reprends ben, vraiment toute la recherche, mais en rajoutant en rajoutant des éléments d'actualité. Par exemple, je reviens sur tout le cirque de l'actualité et notamment les manipulations de la réalité et j'applique ça pour des exemples vraiment récents de l'actualité, comme ce qui se passe en Ukraine et tout. Mais surtout, dans ce livre, je parle du temps et des timelines. Comment le temps est une des grandes manipulations de ces entités non humaines, comment le temps est constamment manipulé et comment notre réalité est manipulée, reprogrammée. Et donc, dans le livre, je donne des exemples concrets de timelines qui sont manipulées, et parfois, c'est des exemples qui sont vraiment spectaculaires. Et ça, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer pour certaines, pour d'autres, c'est des exemples que j'ai trouvés dans des bouquins et aussi en rencontrant d'autres chercheurs. Donc, je parle énormément de la notion de temps qui est mal comprise, mais qui est vraiment quelque chose d'énorme pour comprendre un petit peu le conditionnement et tout. Et je reviens surtout sur cette notion de pensée intrusive, parce que pour moi, c'est fondamental de savoir que beaucoup de nos pensées ne nous appartiennent pas, que ça soit les pensées négatives, donc comme vraiment mauvaises, ou que ça soit des pensées qui paraissent bonnes. Et c'est surtout des pensées qui paraissent bonnes qui nous envoient dans des voies de garage. Donc j'explique ce qu'il y a derrière les pensées intrusives, et notamment je reprends le travail de Jerry Marzinsky et je montre comment ben, il ne fait que redécouvrir ce que les anciens avaient déjà découvert. Et j'explique comment ben, ce phénomène des pensées intrusives, ça explique énormément de choses, des croyances. Ça explique aussi beaucoup de disputes. Ça explique beaucoup de situations où on sert de pile énergétique pour ces entités non humaines. Donc ça, c'est très important. Et je parle aussi de comment les entités nous manipulent directement dans le quotidien via les abductions, mais aussi via les contacts, via aussi toutes ces croyances, notamment les, les croyances religieuses, beaucoup la spiritualité, comment tout a été tronqué par ces entités. Et toujours pareil, je donne des exemples vraiment très, très, très concrets. Et j'explique comment les entités nous manipulent dans le quotidien, à la fois psychiquement par les pensées, par la fausse lumière, mais aussi physiquement par la présence des hybrides, par ces lignées qui sont littéralement non humaines, par les abductions, et je parle des vrais motifs derrière les abductions, parce qu'il y a l'hybridation, mais il y a d'autres motifs dont je parle dans le livre. Et puis ensuite, et ça c'est vraiment la partie que je trouve la plus intéressante, j'explique comment nos croyances peuvent se matérialiser. Et c'est tout simplement lié à la nature de cette réalité, où quand on croit en quelque chose, quelque chose est répété, ça finit par se matérialiser en formant un égrégore et parfois en se matérialisant physiquement. Et c'est derrière, par exemple, les événements de 2020, où c'est vraiment une magie noire par suggestion, mais c'est aussi derrière certains phénomènes paranormaux, certaines apparitions de fantômes, certaines apparitions de cryptides, et même tout ça est utilisé pour nous faire créer des timelines synthétiques. Donc tout ça, c'est expliqué dans le livre. Après, je reviens sur le programme du faux sauveur externe, sur les mondes des intelligences artificielles qui sont connectés au reset que je vais aborder dans le webinaire justement du 12 avril. Et je donne ben, des pistes simples pour transcender tout ça, qui sont basées sur nos capacités créatrices, parce que beaucoup de gens pensent que l'alchimie s'est transformée le plomb en or et tout le plomb en or. Beaucoup de personnes pensent aussi que on peut changer les choses en améliorant cette réalité, par exemple en faisant en sorte, en votant pour un candidat
aux élections qui est moins pire que les autres ou censé être moins pire que les autres, ou en faisant des pétitions, des choses comme ça. En fait, cette réalité, c'est une réalité qui est basée sur le vampirisme, qui est basée sur le phagocytage de l'âme, que ce soit dans cette dimension ou dans l'au-delà. Donc, il y a rien à améliorer. En fait, il y a à utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une autre réalité, une réalité humaine. Et ça passe par se créer son bonheur dans le quotidien, ça passe par se déprogrammer des croyances, mais aussi discerner entre les pensées intrusives et les pensées qui viennent de nous. Et et ça passe par vraiment faire ce travail d'introspection. Et je sais que tu as ta technique solaire qui va dans ce sens pour se connaître soi-même, pour vraiment se déprogrammer de tout ça, et surtout pour se connaître, pour discerner ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et donc, c'est des solutions qui sont basées sur la conscience, savoir qui on est, et aussi sur nos capacités créatrices. Comment faire en sorte de créer une réalité humaine, une réalité qui vibre au-delà de ces entités pour qu'elle n'ait plus d'impact sur nous. Donc, en gros, je parle de tout ça et de beaucoup, beaucoup d'autres choses dans le livre. Donc, ben vraiment, si ça vous intéresse, il est disponible sur mon site librairiedubonheur.com. Donc, vous tapez Matrice archontique et le piège temporel, et vous avez accès à la page pour commander ce livre. Et c'est tout récent puisque j'ai fini d'écrire ce livre vers le 15 mars. Donc c'est vraiment frais de chez frais même du point de vue actualité. Tu me Donc donneras voilà. les éléments et je les mettrai sous la vidéo, bien sûr, quoi, pour ceux que ça intéresse. Très bien. Ben écoute, Paul, on a passé un agréable moment, hein, à Oui, dénoncer c'était le très très mensonge. intéressant. Il y a tellement de choses à dire Ben encore. oui, ben oui. Même Voilà. pour se sortir de tout ça, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On a fait qu'aborder. Ouais, on a fait qu'aborder, hein. C'est énorme de toute façon, quoi. Ouais, ouais. Ben écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation Eh ben, merci à toi, Roland, de m'avoir invité. et puis à bientôt. À bientôt, merci Salut, beaucoup. 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 Bientôt, merci beaucoup. salut.